Allô? Oh! Oh! Pardon, Thomas, je suis nouveau. Shaika, enchantée. Enchanté. Attends, non. Wow! C'est pas grave. Ça va le voyage du Québec, c'est ça? Oui, non, c'est ça, du Québec. C'est d'où je viens. C'est ma terre natale, ma patrie, hein. J'adore le Québec. Les orignaux... J'ai trouvé la télé. Oui, on est encore en plein tournage et on a pris du retard. OK, aucun problème. De toute façon, j'ai pas besoin de t'expliquer. Tu sais dans quoi tu t'es embarqué? Extraterrestre entre toi et moi, T'as juste à jouer le jeu, c'est tout. Shaika, on est prêt là? On y va? Ouais, allez, ben attends, laisse-moi t'aider, hein. Non, merci, c'est gentil. Oui. Tiens. De rien. C'est par là. Et vous tournez sur quel sujet? J'étais en train d'expliquer pourquoi j'ai des préjugés. Et pourquoi eux aussi ils en ont. Eh ben merci Sheikha, belle façon de nous présenter. Bonjour. Yo. Salut. 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 Oui, j'en conviens, reconnaître ses propres préjugés n'est pas chose aisée, car on les assume rarement. Ça, c'est un sujet qui va intéresser les extraterrestres. Alors, ami extraterrestre, laisse-moi t'expliquer. Shaika, Alessandro et Jessica, Tiffany, Samboy et Thomas aussi. C'est le Vortex, c'est le Vortex, réunis pour préparer notre rencontre avec de nouvelles formes de vie extraterrestres. C'est le Vortex. D'abord, un préjugé, qu'est-ce que c'est? On le confond souvent avec le stéréotype et la discrimination. Or, ce sont des concepts distincts. Un stéréotype, c'est une croyance, une opinion, où l'on plaque des caractéristiques à tout un groupe social. Ça peut être une impression qu'on a pu soi-même se faire, mais le plus souvent, ce sont des croyances partagées qu'on a apprises sans s'en rendre compte, via nos proches, nos environnements sociaux, les médias, etc. Ces stéréotypes peuvent être dits positifs, comme Comme ceux qui pensent que les garçons sont généralement doués en maths. par exemple, ou négatifs. Sous-entendu que les filles seraient moins douées en maths. C'est super ça! De quoi, que vous êtes nul en maths? Non, non, l'exemple. Ici, on voit que sous un stéréotype positif, les garçons sont doués en maths, peut se nicher un stéréotype négatif. Les filles le sont moins. Nos stéréotypes ne sont pas que descriptifs, ils sont aussi prescriptifs. Si Alessandro pense que les femmes sont plus douces et sociables que les hommes, C'est pas ce que je pense. non mais c'est pour la mise en scène. Il s'attendra à ce que les femmes qu'il rencontre le soient vraiment. Cela génère en lui une attente. Mais s'il tombe sur une femme qui ne correspond pas du tout à cette attente, cela va générer en lui une réaction négative, un préjugé. Misère, je suis inconfort. Un préjugé, c'est donc l'émotion, le sentiment, les attitudes négatives qu'on peut avoir vis-à-vis d'un groupe social, qui peut être associé à des stéréotypes. Ces préjugés sont plus forts dans certains contextes. Par exemple, quand on se sent menacé par un groupe, qu'importe que ce sentiment de menace soit fondé ou non. Non, vraiment, gros malaise. Enfin, la discrimination. Ce sont des comportements spécifiques où l'on traite différemment les individus selon leur groupe social perçu. Il peut s'agir par exemple de remarques déplacées ou encore ignorer ou désavantager volontairement quelqu'un. Oui, mais tout ça, là, préjugés, stéréotypes, discrimination, ça va pas ensemble? Pas tout à fait. On peut avoir connaissance des stéréotypes, même les plus négatifs, sans que cela génère en nous des préjugés. On peut aussi avoir des préjugés sans que cela aboutisse à des comportements discriminants. Parfois, c'est justement parce qu'on a conscience de ses propres préjugés qu'on peut s'ajuster, s'éviter de produire ainsi des comportements discriminants. Ce serait pas justement parce qu'on n'assume pas nos préjugés, parce qu'on les dénie, qu'on peut être plus discriminant par après? Tout à fait, technicien. Thomas. C'est ce que j'ai dit. On peut avoir tendance à sous-estimer ses propres préjugés, à croire qu'on n'en a pas. Et paradoxalement, c'est ce qui peut alimenter des stéréotypes,
et conduire à des discriminations. Bref, nos préjugés avancent masqués. Ah, mais je vois pas trop comment est-ce qu'on peut exprimer un préjugé tout en le cachant. Bah, une remarque sexiste suivie de « Oh mais ça va, c'est une blague !» C'est l'humour de dénigrement, qui peut être sexiste, raciste, homophobe, validiste et autres. Les chercheurs ont pu montrer que ce type d'humour pouvait servir de couverture, un peu comme pour rendre socialement plus acceptable l'expression de préjugés, tout en pouvant se défendre qu'il s'agit là de préjugés. Oh, mais c'était pour rire, j'étais pas sérieuse. Non, vraiment, on peut plus rien dire. Quoi, ça marche pas? Il existe ainsi toute une série de stratégies pour cacher un préjugé, lui donner une apparence plus acceptable. Je ne suis pas raciste, mais... Un malheureux classique. Dès les années 40, ce type de rhétorique faisait déjà l'objet d'études portant sur l'antisémitisme et la personnalité autoritaire. Adorno et ses collègues ont observé que les gens expriment rarement leur hostilité de manière explicite. Ils vont préférer atténuer l'expression de leurs préjugés en utilisant le conditionnel. Tel groupe social ne devrait pas faire ceci ou cela. Ou des conjonctions comme « mais ». Les chercheurs ont nommé cette stratégie pseudo-démocratique, c'est-à-dire un discours à fort préjugé déguisé sous l'apparence d'ouverture et de tolérance. Les déclarations pseudo-démocratiques sur les juifs sont souvent introduites par des phrases qualificatives qui nient l'hostilité et qui tentent de démontrer l'attitude démocratique de l'orateur. Par exemple, ce n'est pas que j'ai des préjugés, mais les juifs ont des droits, mais... Les personnes qui ont des préjugés vont ainsi paradoxalement souvent répéter aux autres, mais aussi à eux-mêmes, ne pas en avoir, comme s'il suffisait de dire Je ne suis absolument pas raciste. pour annuler le reste du propos. Ah, je vois que tu prends des notes. Quel sérieux. Ah, mais c'est important de savoir comment les humains fonctionnent. Ah, mais je veux dire les humains de France, comme vous. Messieurs les X, persuadé que vous allez dire dans le futur. Question. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir conscience de ses préjugés? Oui, et on parle dès lors de préjugés implicites. Contrairement aux préjugés explicites, qui sont des attitudes conscientes et accessibles, qu'ils soient assumés ou non, les préjugés implicites sont inaccessibles, automatiques, omniprésents et influencent d'une manière unique nos jugements et comportements. Pour prendre une analogie avec l'informatique, nos attitudes implicites sont comme des tâches en arrière-plan. On ne les voit pas directement sur notre interface qu'est la conscience. Pourtant, ils fonctionnent en permanence et nous influencent, notamment dans nos interactions avec autrui. Autrement dit, on peut sincèrement penser ne pas avoir de préjugés et pourtant en avoir en toile de fond. Ouais, puis ils viennent d'où ces préjugés, qu'ils soient implicites ou non? De multiples sources. Je ne vais pas faire une liste exhaustive, il est juste important de comprendre que nos stéréotypes et préjugés sont construits, appris très tôt, dès notre enfance auprès de nos parents, de notre famille, de nos environnements sociaux, à partir de certains événements vécus, ou encore à travers les médias de masse. Par exemple, dans les années 80, les chercheurs ont pu mesurer que plus les gens regardaient la télévision, plus leurs préjugés racistes et sexistes se retrouvaient fortifiés. Ça s'explique tout simplement qu'à force de voir les mêmes représentations stéréotypées à la télé, on en vient à associer des stéréotypes négatifs à des groupes sociaux, sans qu'on s'en rende compte. Ce qui va ensuite nous influencer et générer des croyances et des comportements. Oui. Ok, mais quel genre de comportement? Spontanément, on peut penser à des comportements explicitement discriminants. Je crois que je n'ai pas besoin d'illustrer cela. Attardons-nous plutôt sur des comportements plus subtils et bien plus présents au quotidien, que les psychologues nomment des micro-agressions, comme faire des blagues sexistes, avoir tendance à couper la parole et à la monopoliser, mépriser l'identité d'une personne, par exemple en la mégenrant, ce qui est très courant à l'encontre des personnes trans, ne pas tenir compte de la vie d'une personne en raison de sa couleur de peau, de son genre, orientation sexuelle, handicap, etc. Bref, toutes ces petites choses quotidiennes, très peu visibles, mais qui, lorsqu'elles sont répétées, ont des conséquences préjudiciables sur les personnes qui en sont victimes. Diminution de l'estime personnelle, dépression, anxiété, sentiment d'impuissance, culpabilisation. Les personnes ciblées par ces comportements peuvent alors penser qu'elles sont fautives ou incompétentes. Non seulement cela a un impact sur la santé des groupes visés, principalement les femmes, les minorités, les personnes avec handicap, mais en plus, cela contribue à maintenir et renforcer des inégalités dans la société. Ah, mais il y a un truc que je comprends pas. Si tout ça est trop dur, trop caché, trop subtil, comment ils font les psychologues pour les étudier, voir les mesurer? Bonne question, technicien. Thomas?
En psychologie, la méthode la plus simple pour mesurer des attitudes, c'est tout simplement d'utiliser des questionnaires d'auto-évaluation. Mais ça ne marche pas toujours, car les gens ont tendance à modifier leurs réponses afin d'être bien perçus, ou éviter d'être mal perçus. On appelle cela le biais de désirabilité sociale. On ne répond pas sincèrement selon ce qu'on pense, mais davantage selon la manière dont on veut être perçu. Et parce qu'on veut être perçu positivement, on va avoir tendance à atténuer, voire à masquer ses préjugés. Même si le questionnaire est anonyme? Non, justement. Dans ce cadre, les gens révèlent davantage de préjugés, tout simplement parce qu'ils craindront moins d'être jugés. Ça permet de contourner un petit peu le biais de désirabilité sociale, mais ça n'est pas toujours suffisant. Les psychologues ont donc recours à d'autres types de mesures. Par exemple, ils peuvent mettre en scène une situation permettant d'observer le comportement des gens sans que ceux-ci aient connaissance qu'on est en train de les tester. Ah ben, ils sont vicieux, ces psychologues sociaux. Mais non, voyons. Voilà ce que ça peut donner. Dans une expérience, des chercheurs mettent en scène une situation où des acteurs ou actrices demandent de l'aide à des gens lambda. Selon certaines conditions, la personne actrice fera explicitement comprendre soit qu'elle est hétéro, soit qu'elle est en couple avec une personne du même sexe. À partir de là, il suffit de voir si les gens viennent en aide de la même manière dans la condition hétérosexuelle et dans la condition homosexuelle. Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a un pourcentage plus élevé d'aide dans la condition hétérosexuelle. On peut aussi saisir la présence de préjugés via des mesures physiologiques, fréquence cardiaque, activité électrique du cerveau, imagerie cérébrale et j'en passe. On peut mesurer des préjugés par imagerie cérébrale. Oui, les chercheurs ont pu observer que lorsqu'on présente à des personnes blanches sous IRM fonctionnel des photos d'hommes noirs, ils auront une réponse émotionnelle négative, ce qui n'est pas le cas devant la photo d'un homme blanc. Les neuroscientifiques interprètent ces réactions comme pouvant être une perception de menace. Enfin, pour mesurer les préjugés implicites, c'est-à-dire des préjugés automatiques, il existe d'autres méthodes telles que les tests d'association implicite, IAT. Voilà à quoi ça ressemble. Sur un logiciel ou une page web, vous devez catégoriser des groupes sociaux selon leur couleur de peau, leur genre, leur orientation sexuelle. Il vous est demandé en même temps de catégoriser des mots selon leur valence positive, par exemple joyeux, excellent, ou négative, horrible, colère, ennuyeux. Je vous passe tous les détails. L'idée ici, c'est de mesurer votre temps de réaction entre des catégories de groupes sociaux et des mots à valence positive ou négative. Ça permet de voir apparaître des associations automatiques, des attitudes implicites. Voilà pour les exemples de mesures. Évidemment, il y en a plein d'autres, qui ont chacun des avantages et des inconvénients. C'est pour cela que les chercheurs vont utiliser plusieurs méthodes, les confrontant, ce qui permettra ainsi de capturer nos préjugés à plusieurs niveaux, des plus explicites aux plus implicites. Chaque nuit devient cet instant magique où les étoiles... On sait pourquoi on cache nos préjugés comme ça? Souviens-toi des questionnaires avec ou sans anonymat. La désirabilité sociale. Tout juste. Voici ce qu'en disent les psychologues. L'expression des préjugés est marquée par un conflit profond entre le désir d'exprimer une émotion et en même temps de maintenir des valeurs et des concepts de soi qui entrent en conflit avec les préjugés. Les préjugés déclenchent en nous un véritable conflit intérieur. Si nous n'exprimons pas directement nos préjugés, cela s'explique par deux grandes raisons. Selon des motifs personnels, que les psychologues nomment motivation interne, nos préjugés nous apparaissant ici contraires à nos valeurs, nos croyances et nos visions du monde. On va lutter contre eux. Ou selon des motifs extérieurs, sociaux, normatifs, que les psychologues nomment motivation externe. Ici, si on n'exprime pas les préjugés, c'est par crainte, par exemple, d'être socialement mal perçu, ce qu'on peut retrouver avec notre biais de désirabilité sociale. Ces deux motifs sont à distinguer, car la résolution de ce conflit intérieur est bien différente. Si ce qui m'importe, ce sont mes valeurs personnelles, telles que l'altruisme, la tolérance ou l'égalité, indépendamment des normes sociales et du regard des autres, eh bien j'aurai tendance à résoudre ce conflit en travaillant sur moi-même, en diminuant mes propres préjugés de manière autonome. Par contre, si ce qui m'importe en priorité c'est d'être bien vu, d'éviter d'être mal perçu, d'être raccord avec des normes sociales, alors je tenterai de résoudre ce conflit en évitant d'exprimer mes préjugés sans vraiment travailler à les diminuer. En cela, les chercheurs remarquent que lorsque les personnes ont ici des motivations internes, ils ont effectivement de plus faibles préjugés, alors que les personnes qui ont des motivations externes ont généralement des préjugés plus forts. Donc, ils n'expriment pas leurs préjugés de peur d'être mal perçus, mais ils sont toujours présents. Ils les déguisent, dans le fond. Oui, car persiste en eux un conflit intérieur,
qui génèrent une tension permanente. Donc, dès qu'ils en auront l'occasion, ils exprimeront leurs préjugés de manière détournée, avec des blagues dégradantes, des rhétoriques pseudo-démocratiques, ou diverses justifications telles que des arguments naturalistes. Ce sont les faits, c'est la biologie, c'est la nature. Bref, des arguments qui leur donnent comme une autorisation aux préjugés, sous couvert d'arguments qu'ils présentent comme rationnels, objectifs, neutres. Le fameux c'est contre nature utilisé en opposition au mariage pour tous. Alors que pas de bol, y a tout dans la nature. Il y a même une espèce de primate hyper intelligent qui a réussi à voler sans ailes. C'est comme le racisme scientifique qui a prétendu prouver que les hommes blancs étaient supérieurs, notamment sur le plan de l'intelligence. Oui, encore des justifications et des couvertures pour l'expression de préjugés. Puis si les normes sociales changent, je veux dire, si ça devient plus acceptable de les exprimer. Eh bien, les personnes qui jusqu'ici cachaient leurs préjugés risquent de les exprimer davantage, parfois avec force, comme un barrage qui vient de céder. C'est ce qui se passe quand des élites politiques tiennent des propos incendiaires contre des minorités. Ça participe à banaliser l'expression de préjugés, à les rendre comme socialement plus acceptables. On appelle cela l'effet d'encouragement, illustré par ce qu'on nomme l'effet Trump. Durant la campagne présidentielle américaine de 2016, au fur et à mesure que la rhétorique de Trump était médiatisée, qu'il montait dans les sondages jusqu'à sa victoire, les comportements et crimes haineux aux États-Unis augmentaient. La rhétorique de Trump, ses supporters de plus en plus nombreux, la médiatisation et par conséquent la banalisation de propos à forts préjugés ont comme déplacé les normes sociales. Les personnes qui jusqu'ici réprimaient leurs préjugés, selon des motivations externes, se sont senties autorisées à exprimer le fond de leurs pensées, parfois avec grande violence. Et puisque Trump est à nouveau président, On est dans le domaine de l'étrange là. C'est même carrément impossible. On s'en occupe? Ouais. Ou alors, attendez jusqu'à ce que nous nous soyons détruits nous-mêmes par Bon autant s'arrêter là. café. Allez. Le truc incroyable avec les stéréotypes et préjugés implicites, c'est qu'ils sont partout. Écoute les paroles de la chanson Couleur café de Gainsbourg. Couleur café, j'aime ta couleur café. Pour beaucoup de gens, c'est une chanson qui célèbre la diversité, mais pour celles et ceux qui me ressemblent, café, c'est notre couleur de peau. Donc on ne l'entend pas du tout pareil. On a l'impression que cette chanson nous réduit à une couleur et à un produit colonial, le café. Et ça ne s'arrange pas ensuite. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets. C'est l'image de la métisse, la femme des îles sexualisées, qui est réduite à sa capacité à exciter un homme blanc. Je ne sais pas si Gainsbourg s'en rendait compte, mais dans cette chanson, il réactive tout un imaginaire et des préjugés coloniaux. Le café, c'est une denrée coloniale que les Européens ont commencé à produire grâce à l'esclavage des Africains, et souvent les esclavagistes abusaient des femmes africaines. Résultat, on a très vite vu naître des générations d'enfants appelés métis, mulâtres, couleur café. Sauf que les colonies, à l'époque, ça faisait peur. Pourquoi un jeune breton ou un parisien abandonnerait sa vie en France pour se rendre dans un endroit qu'il ne connaît pas, se faire piquer par des moustiques et choper la malaria? Très rapidement, la propagande coloniale a créé des stéréotypes comme celui de la femme métisse, dansante au service de l'homme blanc. Une image qui a permis d'attirer de jeunes colons qui sont devenus des exploitants de sucre, de cacao ou de café. Je te dis la suite des paroles. C'est quand même fou l'effet que ça fait, de te voir rouler, ainsi des yeux et des hanches. Tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir, la nuit sera blanche. Aujourd'hui, les femmes noires et métisses essayent de se débarrasser de ce cliché. Et c'est d'autant plus difficile que les gens pensent que c'est un cliché positif. C'est cool d'être couleur café. Les métisses sont belles, elles dansent bien. C'est tout le sujet de la pièce de théâtre Carte noire nommée Désir de Rebecca Chaillon. Avec ces comédiennes, elles essayent de déconstruire le préjugé qui relie femmes noires, produits coloniaux et sexualité. Ça veut dire qu'il faut censurer couleur café? Ah, j'ai pas dit ça. Ce qu'il faut faire, c'est écouter les paroles et essayer de comprendre l'histoire des symboles et des préjugés. Ici, Gainsbourg s'appuie sur des préjugés issus de notre histoire coloniale, des préjugés qui servaient à attirer les hommes européens aux colonies, et je ne sais pas s'il en était vraiment conscient en écrivant. Mais dans tous les cas, ces clichés sont tellement ancrés dans nos imaginaires que la chanson n'a pas dérangé le grand public français. Et même aujourd'hui, certaines personnes continuent à voir cette chanson comme une ode à la beauté des femmes noires et à la diversité. Alors que moi, j'y vois un outil parfait pour analyser les stéréotypes et faire de la pédagogie
antiraciste. D'ailleurs, le café, c'est pas le seul produit colonial qui est associé au corps noir et au désir. Un jour, faudra que je te raconte l'histoire du chocolat. C'est super intéressant tout ça. Bon, donc là, si on a tous des préjugés, que j'en ai sûrement moi-même, on fait comment pour les réduire? C'est possible au moins? Oui, c'est possible. Les chercheurs estiment qu'on peut les diminuer, voire les hacker, y compris quand ils sont implicites. On peut apprendre à reconnaître ses préjugés, à ne pas les nier, sans se juger sévèrement. Genre, je remarque que j'ai des préjugés, eh bien c'est l'occasion de les travailler pour s'en débarrasser. C'est de l'autorégulation. Et bonne nouvelle, avec de l'entraînement, ça devient automatique. On peut même briser les préjugés les plus implicites. On peut aider autrui à prendre conscience de ses préjugés, en évitant les injonctions et jugements trop sévères. Pour cela, on peut simplement poser des questions sur ses émotions, l'amener à prendre conscience par lui-même que certaines attitudes et comportements peuvent être problématiques. On peut développer des valeurs d'égalité et de tolérance de manière autonome, c'est-à-dire que ça vienne de nous et non de normes extérieures. On peut développer sa prise de perspective, son empathie cognitive, c'est-à-dire imaginer le monde du point de vue d'une autre personne, se mettre à sa place. Cela peut aussi se faire en écoutant les témoignages des concernés, voire même à travers de la fiction. Il est important d'éviter certaines formes de déni, comme la croyance que les préjugés et les discriminations n'auraient plus vraiment cours, qu'il n'y aurait plus de différence, que chacun serait perçu de la même manière, car paradoxalement, de telles croyances favorisent les préjugés, car on s'en rend aveugle. On a plus de mal à reconnaître leur gravité. On reconnaît moins les micro-agressions, pouvant nous amener à les perpétrer nous-mêmes. Pour s'éviter cela, on peut préférer une approche multiculturelle, qui valorise les différences, associées à des valeurs d'égalité et de tolérance. On peut prioriser des environnements sociaux diversifiés et inclusifs, dès l'enfance. C'est ce qu'on appelle la théorie du contact intergroupe, et ça peut grandement diminuer les préjugés et autres comportements autoritaires. Ça peut aussi se faire par davantage de représentation positive dans les médias. On peut chercher à éviter les cadres compétitifs qui renforcent des leviers type nous contre eux, qui alimentent et maintiennent des préjugés. Problème, on trouve ce type de cadres sociaux un peu partout, au travail, à l'école, etc. Enfin, les programmes de sensibilisation et de formation peuvent se révéler bénéfiques. Par exemple, dans les écoles, les élèves peuvent être sensibilisés à la diversité, en expliquant ce que sont les stéréotypes, les préjugés et les moyens de lutter contre. De même dans les sphères professionnelles, avec la promotion de l'inclusion. Globalement, il peut être aussi intéressant de sensibiliser sur les préjugés implicites et les biais qui en découlent, d'exposer des récits contre-stéréotypés, de proposer des prises de perspective, etc. Guys, il faut qu'on parle. Tenez-vous bien, on a découvert qu'on peut pas l'éteindre. Ah, ben bravo. Non, vous avez pas compris, on peut pas l'éteindre, ce qui est impossible. Sauf si on nous envoie un signal suffisamment puissant avec une technologie qui nous dépasse. On a commencé à tracer le signal Et on pense qu'on a là notre tout premier contact avec une civilisation extraterrestre. Non, pour vrai, votre café, il est vraiment dégueu. Faut qu'on change de machine. Shaika, Alessandro et Jessica, Tiffany, Samboy et Thomas aussi. C'est le Vortex, c'est le Vortex, réunis pour préparer notre rencontre avec de nouvelles formes de vie extraterrestres. C'est le Vortex. Ah, pour vrai, on peut plus rien dire. Voilà. Les woke. Ah, ben bravo. Ok, toujours pas compris. Ouais.